Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous allons bientôt démarrer ce nouveau webinaire. Donc voilà, nous sommes deux aujourd'hui pour vous présenter ces nouvelles thématiques. Moi-même, Anaëlle, bienvenue. Bonjour à tous, Thibaut. Voilà, donc nous sommes là tous les deux pour aborder plusieurs thématiques transverses, mais tout de même assez distinctes. Nous allons commencer tranquillement la présentation. Laissez donc les participants arriver. Il est 11 heures précises, 11h01. Nous n'allons pas attendre trop longtemps parce que pour ceux qui sont déjà connectés depuis quelques minutes, voilà, l'attente se fait longue. Alors, de toute façon, je vais commencer, d'accord, tranquillement, avec la présentation des détails techniques. Donc, nous avons souhaité vous saluer, Thibaut et moi-même. Après, tout au long de la présentation, nous allons couper la caméra pour que vous puissiez vous concentrer sur le contenu. Voilà, et nous la remettrons pour vous saluer et vous dire au revoir à la fin. Alors, je vais donc la couper tout de suite et vous présenter le début de cette présentation. Alors, j'espère que le son fonctionne bien pour tout le monde, que vous avez l'image. Si vous avez des soucis, eh bien, je vois, oui, le temps maussade en Alsace. Très bien, je note. Merci Angélique de nous donner des nouvelles de la météo. C'est toujours sympa, ça change un petit peu. Oui, ici, vous savez, on est dans le sud, mais c'est pas beaucoup mieux. Nous avons une collaboratrice qui gère aussi pour les problèmes de son. Apparemment, les autres nous entendent. Est-ce que vous pouvez nous dire, toutefois, si le son fonctionne pour tout le monde? Alors, attendez un instant. Un instant. Ouais, pardon. Donc, le son fonctionne pour nombre d'entre vous. D'accord, très bien. Merci. Donc, pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, c'est que... Très bien, d'accord. Allez, c'est parti. Vous avez donc en visuel notre écran. Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est un instant. Voilà. J'espère que vous avez l'image bien clairement sur votre écran. N'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Donc, le contenu que nous allons vous présenter est retrouvable, d'accord, dans un petit encart tout en bas de votre écran, comme vous le voyez. En bas de votre écran, au centre, vous avez donc votre micro, caméra, parfois les écrans ou autres, mais surtout un document en violet, d'accord, une icône document. Si vous cliquez dessus, vous retrouverez la totalité de tout ce que nous allons vous présenter en PDF et que vous pouvez bien entendu récupérer, télécharger. Ça, c'est pour maintenant, à l'instant T. Ensuite, il y a un chat dans lequel, pour l'instant, nous nous saluons, mais où ensuite, vous allez pouvoir poser des questions. Alors, concernant les questions, nous ferons bien sûr en sorte de répondre à un maximum de vos interrogations via le chat. Si vous avez une question, vous avez un doute, peut-être que la réponse peut arriver, d'accord, tout au long de la présentation. Donc, soyez peut-être un petit peu patient, attentif à la présentation. Ne vous laissez pas trop attirer par le chat. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, vous pouvez avoir vos réponses tout au fil de l'eau, de la présentation, mais aussi, vous recevrez un mail. Voilà, pour cette présentation, pour cette nouvelle édition de webinaire, nous avons choisi de vous faire un mail de retour, alors dans quelques jours, mais avec le temps de nous laisser répondre à tout, avec les réponses à vos questions. Vous recevrez tous l'ensemble des réponses, d'accord? Alors, on va faire un tri, bien sûr, mais des réponses les plus courantes et qui peuvent aider
tout un chacun. Alors, peut-être que pour certaines, ce seront des liens vers la base de connaissances, la réponse, d'accord, parce que ce sera pertinent. Peut-être que pour certains, ce sera une réponse plus construite. Mais vous recevrez tous l'intégralité des réponses posées dans le chat. Enfin, l'intégralité. Quand je dis l'intégralité des questionnements. Donc, peut-être que ce ne sera pas la réponse précise que vous avez posée, mais il y aura la réponse à vos interrogations. Ensuite, à la fin, quelques minutes avant la fin, vous aurez un petit sondage. Alors, nous essayons de tenir compte à chaque nouveau webinaire de toutes vos remarques, d'accord, de tous vos retours. Donc, vraiment, prenez le temps de répondre au sondage, de noter le webinaire. C'est important pour nous en termes d'amélioration continue et pour pouvoir vous proposer des contenus toujours, voilà, qu'on espère en tout cas toujours plus pertinents et plus intéressants pour vous. La présentation est bien évidemment enregistrée, à l'oral comme au visuel, et donc sera mise à disposition. Donc, vous aurez une alerte, d'accord, à l'ouverture du logiciel, dès que l'article de mise à disposition sera prêt. Dans cet article, vous trouverez le support et le replay. Évidemment, les forums aux questions concernant les différentes thématiques seront aussi mises à jour. Mais voilà, les thématiques sont larges. En tout cas, voilà, dès que tout ça sera effectué, vous aurez une alerte à l'entrée du logiciel, à l'ouverture du logiciel. Alors, passons au contenu de notre présentation. Alors, comment va se décliner ce webinaire? On va commencer par les prérequis de la connexion, assez rapide. En deuxième partie, on va aborder les droits collaborateurs, la gestion des accès. Troisième partie, les flux EDI, agences, émetteurs, etc. Quatrième partie, SILAE des maths. Et la cinquième partie, MySILAE, mais très rapide aussi sur MySILAE. On évoquera aussi l'actualité de la fin des envois par mail. Mais voilà, ce sera très succinct là-dessus. Un petit rappel. Oui, puisqu'en effet, vous avez aussi toute une information qui est mise à jour en ce moment avec des webinaires qui sont en replay et qui sont à venir. Alors, le fil rouge de ce webinaire, c'est vraiment à destination des administrateurs. Mais après, si vous êtes GP et que vous participez, c'est très bien aussi, c'est toujours intéressant. Il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment un package pour l'administrateur et pour voilà, renforcer aussi votre autonomie. En effet. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet. Premier sujet, le plus connu pour vous, les prérequis à la connexion. Et surtout, je me permets, mais puisque vous êtes là, c'est qu'en effet, ça, vous l'avez déjà très certainement effectué. Alors, pourquoi est-ce que nous le réabordons? Très succinctement, mais parce qu'il est très important, on ne sait jamais si vous devez changer de machine, avoir un nouveau collaborateur ou pour X raison réinstaller SILAE, que vous ayez les bonnes infos. Elles sont ici sur ce support qui sera téléchargeable, d'accord? Et surtout, concernant ces informations, vous trouverez, alors, sur presque toutes les slides que nous vous proposons, des liens cliquables. Ils vous amènent vers la base de connaissances, d'accord? Et en effet, ces liens cliquables vont vous permettre d'aller, alors quand je vais sur les prérequis techniques SILAE, par exemple, ici, je vais pouvoir ouvrir les prérequis. Vous pouvez télécharger cette page. Si un jour vous avez un souci de réinstallation, tout y est. Je vais vous parler sur cette slide, enfin, je vous parle sur la slide du système d'exploitation et du framework.net 4.8. En effet, c'est le minimum requis pour pouvoir avoir SILAE sur votre ordinateur. Alors, ici, pardon, j'y reviens. En effet, si vous avez à minima Windows 10, vous êtes tranquille, ça fonctionnera. Vous pouvez avoir d'autres versions qui sont compatibles, mais qui nécessiteront l'installation de ce framework. Aussi, vous pouvez avoir des Mac. Dans ces cas-là, vous pourrez installer une machine de virtualisation. Alors, on vous en a mis deux. Elles sont aussi dans la base de connaissances. La liste est non exhaustive. Vous pouvez tout à fait avoir un autre système. Ensuite, le navigateur. Donc ça, c'est le système d'exploitation, bien différencié du navigateur. Concernant le navigateur, par défaut, si vous avez Microsoft Edge,
avec le composant Click Once activé, vous n'avez aucun souci à vous faire. Si vous n'avez pas ou ne souhaitez pas avoir Microsoft Edge par défaut, petite astuce. Alors, ici, cette petite astuce, elle vous permet d'installer un raccourci qui va, lui, qui va vous permettre d'installer un raccourci, d'accord, qui va vous permettre, en effet, ce raccourci, d'avoir Microsoft Edge uniquement pour l'application Silae. Et j'en profite, oui, tout à fait. Je lis là une question, hein, bon. De vrais problèmes avec le boot. Alors oui, tout à fait. Il vaut mieux privilégier Microsoft Edge. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que là, vous voyez, je ne vous ai pas reparlé du boot. En effet, je vois bien votre question. Je sais que c'est handicapant. Donc oui, créez un raccourci. Et si vous ne voulez pas Edge par défaut, vraiment, faites donc cette manipulation. Clic droit, nouveau, puis raccourci sur votre bureau. Ici, vous ne voulez pas Edge par défaut. Vous mettez dans l'emplacement de l'élément Microsoft-Edge 2 points, puis votre nom de domaine, /Silae. Et vous aurez donc la possibilité, si c'est ça, c'est le chemin d'Edge, c'est bien celui-ci, Microsoft-Edge 2 points. En fait, ce que ça va faire, ça, le fonctionnement, pour aller ouvrir cette application, Silae, avec ce domaine, qui est votre nom de domaine, eh bien, puisque vous avez mis Microsoft-Edge 2 points, l'application va aller chercher Microsoft Edge pour l'ouvrir. Tout simplement. Voilà. C'est le meilleur moyen. Hein. Ensuite, vous avez plusieurs problèmes techniques qui peuvent arriver, hein, des problèmes de connexion. De la même façon que pour les prérequis, vous avez ici un lien qui vous permettra de retrouver l'ensemble des problèmes techniques. Alors, si vous avez un problème technique, vraiment, vous avez de fortes chances que quelqu'un l'ait déjà rencontré. Donc, venez voir cette page dont nous vous avons mis le lien et vous retrouverez très certainement, d'accord, la réponse à votre question. Concernant la machine de virtualisation, je me permets juste une petite réponse, oui, puisque je vois que la question est revenue. Tout simplement, ça vous permet sur Mac, puisque on vous l'a dit, l'environnement doit être l'environnement, par exemple, Windows, eh bien, d'avoir quelque chose qui va, qui va faire comme si vous aviez Windows sur votre Mac avec les bonnes caractéristiques pour pouvoir ouvrir l'application Silae. Voilà. Alors, je simplifie grandement, hein, mais c'est pour permettre de comprendre. Passons donc à la suite. Une fois que Silae est installé, d'accord, vous allez devoir faire vos payes sur Silae. Pour faire des payes sur Silae, il faut des collaborateurs payes. Et en effet, pour cela, l'administrateur ou le responsable social en général a un onglet spécifique, d'accord, qui est admin collaborateur. Qu'est-ce que c'est? C'est l'onglet qui vous permet de créer, bon, supprimer aussi, mais au départ, on est plutôt dans la création, dans votre domaine, et de gérer l'ensemble des droits de ces collaborateurs. Donc, vous avez ces droits-là, vous pouvez effectuer la création, la modification, la suppression de ces collaborateurs. Ici, toujours des liens cliquables pour retrouver, d'accord, les informations spécifiques. En attendant, nous allons aller voir ça un peu plus dans le détail. Vous allez avoir sur cet onglet Admin Collab la possibilité de venir créer un collaborateur sur le volet de droite. Alors ici, 3 possibilités, nous allons nous concentrer sur la première. Hein, d'accord, configurer nous-mêmes un collaborateur pour voir exactement comment cela se passe dans le détail. Alors, quand on crée un collaborateur et qu'on le gère, on a cliqué sur la droite et on a ici 1, 2, 3, 4, 5 onglets. Nous allons tous les balayer. Ce premier onglet, collaborateur. Cet onglet collaborateur, vous allez y renseigner les informations personnelles. Alors bien sûr, nom, prénom, d'accord, mais l'email et le numéro de téléphone, le ou les numéros de téléphone. C'est vital. C'est vital pour vos envois EDI, vos envois DSN. Sans ces informations, vous aurez des problématiques d'envoi
si le collaborateur sélectionné ici est sélectionné comme émetteur. Alors, nous allons voir assez rapidement une petite astuce ici. D'abord, je passe juste à l'onglet central utilisateur, ici, où par défaut l'email qui s'inscrit est celui que vous allez renseigner à gauche. Et par défaut, les initiales qui s'inscrivent sont les initiales, donc le code collaborateur, sont les initiales du collaborateur. Ensuite, dernière chose, l'authentification avec clé USB. Alors oui, c'est possible. C'est une grande sécurité, d'accord? Ça renforce drôlement la sécurité. Par contre, attention, plus de clés, plus de connexion. Donc, restez prudent. Restez prudent face à cet outil de sécurisation. Nous allons faire un petit tour dans Silay sur la gestion de l'admin collaborateur. Si je vais, par exemple, sur mon onglet, je viens ici et en effet, vous constatez qu'ici, mon email n'est pas le même que mon identifiant. Au départ, d'accord, lorsque mon code collaborateur a été créé, ici, il était bien notifié @formateur.fr. C'est pour cela que cette adresse a été reprise comme identifiant. Et ensuite, après avoir sauvé, elle a été modifiée pour mettre une nouvelle adresse. Alors, ça peut vous arriver pour des raisons X ou Y, vous avez des identifiants que vous voulez harmoniser, ou alors le mail change, vous avez besoin de le faire, l'identifiant ne changera pas, lui, par contre. Voilà, que vous le sachiez. Je vais remettre mon... Ah, pardon, non. Tout simplement, si ça vous arrive, on annule la saisie. Ensuite, l'onglet suivant, l'affectation. Alors, l'affectation, ici, on choisit l'agence de rattachement, d'accord? Le code de l'agence qui a été créé. Donc, quand vous créez une agence, un code est créé. On viendra le renseigner dans le code de l'agence de rattachement. On viendra cocher la cellule du poste qui correspond au collaborateur. Et ici, on peut spécifier des horaires d'accès. Alors, les horaires d'accès, par défaut, ce sont ceux de la fameuse agence. D'accord? Donc, ici, si vous voulez configurer des horaires d'accès spécifiques par collaborateur, en effet, vous pouvez le faire. La saisie peut être libre, elle peut être suivre la configuration de l'agence principale, ou bien, ici, vous avez via un clic droit, donc autorisé, interdit, en fonction des cas. Et il faudra toujours valider, puis sauvegarder. Donc, en fonction de ce que vous sélectionnez, soit vous récupérez les paramétrages de l'agence pour les horaires, soit pas. Ce n'est pas une obligation hein, de borner les horaires d'accès. Concernant cette agence, voilà, j'avais ici quelques petites informations supplémentaires. Je vous remontre bien sur moi ici. Je suis sur l'agence DEX, je suis collaborateur P. Donc, ici, moi, les informations qui seront récupérées me concernant seront celles de l'agence d'Aix-en-Provence. Et s'il y avait, voilà, des limitations, ce serait celle-ci. Mais il n'y en a pas. Revenons donc ici à notre présentation. Nous avons là les droits fonctionnels. Alors, un instant. Ici, affectation, puis droit. Concernant les droits, plusieurs informations, pardon, excusez-moi, plusieurs informations sont importantes. Nous allons aborder ici, donc, quand nous sommes sur les droits fonctionnels, mais aussi la gestion des droits. Donc, un peu de patience, ça, c'est quelque chose qui va vous intéresser aussi, ainsi que les droits limités en paye. Commençons par cet encadré de gauche, accès aux droits fonctionnels du collaborateur. Donc, ici, 3 possibilités. Je n'accède à aucun, j'accède à l'ensemble, ou j'autorise à certains collaborateurs. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ici, les droits fonctionnels, ça permet en fait de donner à un collaborateur la possibilité d'accéder ou non à certaines interfaces du logiciel. Quand je dis interface, vous voyez ici, ce sont ces onglets. D'accord? Par exemple, si les droits fonctionnels, d'accord, sont autorisés,
le collaborateur pourra aller depuis l'icône Silae sur modifier ses droits ou ceux d'autres collaborateurs. Ça, ce sera tout à fait possible. Donc, il pourra ensuite choisir dans le menu déroulant, s'il y a plusieurs collaborateurs concernés, celui pour lequel il souhaite modifier les droits. Et dans l'interface qui s'ouvre, eh bien, chaque onglet, créer, peut-être créer, personnaliser. Voilà, on peut modifier l'ordre aussi des onglets. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont possibles à ce niveau-là. Ensuite, ces droits, pour les accorder. Le collaborateur ne bénéficiera pas de droits fonctionnels. Dans ces cas-là, il n'aura pas depuis l'icône, d'accord, la possibilité de s'y rendre. Le collaborateur bénéficiera des droits sur tous les utilisateurs. Alors là, par contre, l'ensemble des droits, il pourra, en effet, c'est full accès. Par contre, si le collaborateur bénéficie des droits sur certains collaborateurs, il faudra les lister. Donc ça, vous le voyez ici, d'accord, vous avez les noms des collaborateurs autorisés. Alors, on est bien d'accord que ce ne sont pas les noms, mais bien leurs initiales. Je reviens un instant sur Silae, d'accord. Si je viens ici, autoriser à certains collaborateurs, moi, j'ai accès à moi-même, déjà, d'accord. Je peux avoir accès à mes propres droits. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de courant, mais vous pouvez tout à fait laisser un collaborateur pouvoir gérer ces onglets. J'ai aussi accès à d'autres collaborateurs, donc ce ne sont pas leurs noms, mais bien leurs codes collaborateurs qui sont listés ici, séparés par des points-virgules. Continuons donc sur ces droits. Les droits limités en P. Les droits limités en P, s'ils sont cochés, alors, tout simplement, ils vont permettre une consultation du produit. Les fonctionnalités, elles sont restreintes, hein, comme c'est écrit là-haut, et donc ce n'est pas facturé, mais on ne peut pas faire de calcul des bulletins. Maintenant, cela permet aussi de sécuriser, de protéger les données sensibles des dossiers. Donc c'est accessible en général pour les accès comptables. Par défaut, ce seront des droits limités en paye. Ici, l'accès donc est non facturé tant que cette coche est active. C'est décoché, ça devient facturé, d'accord? Mais les droits sont modifiés aussi, donc on peut faire beaucoup plus de choses. Là, on n'a pas de calcul de bulletin, donc on ne facture pas, d'accord? C'est en lien. Une fois que ces droits sont cochés, si ces droits sont cochés, les droits sont donc limités. Alors ici, je vous ai mis un petit résumé. La fiche société est en consultation. Les données RH sont en consultation. On peut faire quelques petites analyses, quelques petits bilans. Certains outils sont disponibles, enfin, plutôt un seul, l'analyse de l'effectif. Et ici, voilà, on peut, sur la DSN, visualiser les DSN. Concernant la société, on pourra avoir notamment la convention collective, qui sera intéressante, et quelques petites informations, ainsi que la synthèse de la société. Pour les salariés, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la synthèse. On ne verra pas les bulletins, donc voilà, les données sensibles seront protégées. Allons maintenant voir le niveau de confidentialité. On est toujours dans nos droits, hein. Ici, on est toujours dans nos droits, dans notre onglet droits. Ces données, ce niveau de confidentialité, alors, la particularité, c'est quoi? Pourquoi avoir un niveau de confidentialité? Eh bien, pour pouvoir sécuriser l'accès à certains salariés sensibles. On va donner un exemple très clair, hein. Je vous ai mis beaucoup de texte pour que vous puissiez vous y retrouver quand vous aurez besoin éventuellement de vous y pencher, si ce n'est pas quelque chose que vous connaissez bien, avec en plus le lien vers la base de connaissances. Mais l'exemple, c'est quoi? C'est vous avez un collaborateur sensible, le dirigeant, pourquoi pas. Le gestionnaire RH ne doit pas voir le bulletin de ce dirigeant qui va faire lui-même son bulletin. Il existe peut-être d'autres méthodes hein, que vous connaissez, mais celle-ci, toute simple, vous permet d'aller donc au niveau du dirigeant, donc peut-être vous-même. Vous mettez ici, par exemple, 6 à la place de 5. Tous les autres collaborateurs ont par défaut un niveau de 5 au départ. D'accord? Ce niveau de 5 ne leur permet de ne voir que des salariés qui ont un niveau de 0 à 5. Si vous
vous êtes l'administrateur, vous êtes attribué un niveau de 6 et que vous avez sauvegardé, eh bien, aucun autre salarié, y compris le gestionnaire RH, ne pourra voir vos informations. Donc, le niveau de confidentialité sert principalement à cela, en fonction de vos besoins. Nous allons maintenant passer à l'accès à la gestion des droits. Alors, l'accès à la gestion des droits, ici, petit point un petit peu particulier, quand vous venez sur ce petit bouton, tout petit, mais très costaud. Hein. Ici, qu'est-ce qui se passe? La gestion des droits. On va aller la voir dans le logiciel, ce sera plus clair. L'idée ici, c'est de dire justement, quand on est dans SILAE, notre collaborateur, là, ici, moi par exemple, quels sont les droits auxquels j'ai accès? Donc, plusieurs zones sont cochées, d'accord? Plusieurs coches sont cochées. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des droits limités en paye, il y a des choses qui seront grisées d'entrée. Hein. Ici, quand j'ai par exemple, vous voyez production, un petit plus, on va appeler ça un nœud, hein, quand on a plusieurs, d'accord? Ici, la gestion interne, c'est le nœud gestion interne. Quand je vous parle de nœud, donc voilà. Alors donc, si vous avez des droits limités en paye, certaines zones seront déjà grisées par avance. Ici, un petit exemple. Si vous venez cocher certaines informations, vous donnez accès aux salariés, d'accord, à certains onglets. L'onglet paramétrage ici, par exemple. Comment est-ce qu'on y accède? On y accède en ayant ici, hop, là, dans la gestion du dossier, dans les paramétrages, le bouton P de paramétrage. Alors, moi, j'y ai accès, d'accord? Pourtant, rien n'est coché. C'est un bon exemple, c'est important que vous le voyez. Ici, très bien, paramétrage, bouton P. J'ai un petit plus et j'ai donc le nœud de ce bouton P. Dans ce nœud, quand je vais sur mes cotisations, je donne ici accès à tout. Alors, si vous ne voulez pas tout cocher, hein, tout désactiver, tout activer. Là, quand tout est activé, ça veut dire que dans mon dossier, dans mon bouton P, j'ai accès à tout, y compris, alors c'est un peu long, je ne vais pas vous montrer pour les taux, mais au niveau des cotisations, ce que je viens de cocher, quand je vais dans mes taux applicables au dossier, je vais pouvoir, grâce à ce droit, autoriser les modifications, modifier les taux. Et ça, quand vous faites vos vérifications d'organismes complémentaires, vous avez régulièrement besoin de faire des modifications, des neutralisations. Vous ne pourrez pas le faire si ça, ce n'est pas coché. Donc, c'est une information, on ne sait jamais. Si un de vos collaborateurs vous dit « moi, ça, je n'y ai pas accès », c'est ici qu'il faut venir voir. Et là, vous voyez, attention, ce n'est pas parce que c'est blanc ici que ça ne doit pas être coché là. Donc, attention, parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas. Voilà, il faut être très prudent, d'accord, sur cette interface, en tout cas bien vérifiée. Ensuite, obligation de sortir de SILAE en faisant changer d'utilisateur et de revenir afin de pouvoir visualiser que l'accès a changé. Alors, on vient ici, voilà, tout valider, tout activer, c'est du boulot. D'accord? C'est de la concentration. Donc, attention, petite aparté. Lorsque vous avez fait, donc moi je vais annuler ma saisie, hein, vous allez valider, vous avez fait tout le nécessaire. Venez sauvegarder ici, sinon ça ne sauvegarde pas. D'accord? Très, très important. On valide une première fois et on vient sauvegarder sur la page centrale. Ensuite, dernière petite chose concernant nos fameux droits. La gestion interne simplifiée. Alors, la gestion interne simplifiée, c'est quoi? C'est quelque chose que vous retrouvez ici dans SILAE. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Je reviens sur mes droits. Gestion interne simplifiée. Moi, elle n'est pas activée. Donc, quand je vais dans mon onglet gestion interne et que je vais sur mes icônes, elles sont toutes présentes. On est bien d'accord. Donc, attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, hop, excusez-moi, quand vous allez aller sur la gestion interne, d'accord, activer la gestion interne, ça ne va pas
modifier différents droits. Ça ne va pas faire limiter, par exemple, ici, je ne sais pas, des droits quelconques. Pas du tout. En fait, ça, cet énoncé sur la droite, il n'impacte que cela, que cet onglet gestion interne. Ça veut dire que si je l'active, d'accord, je l'active, je sors de Silae, je reviens, oui, je sauvegarde, bien sûr, je vous le dis, je ne le fais pas. Je change d'utilisateur, pas du tout, ça ne veut toujours pas. Hop, on sauve, on quitte, et je change d'utilisateur. Cette fois, il veut bien. J'ai donc activé ma gestion interne simplifiée, et là, je vais revenir sur mon interface. Alors, ça, on va y revenir. Hein. En tout cas, ma gestion interne, à présent, ça n'a pas fonctionné. Autant pour moi. J'ai dû me tromper sur mon admin collab. J'étais bien sûr moi-même, j'espère, à moins que j'ai enlevé des accès à quelqu'un. Donc, la gestion des droits, activer la gestion interne. Ça n'a pas fonctionné. J'ai validé, j'ai fermé, j'ai sauvegardé. Je recommence. Allez, soyons foufous. Tentons le coup. Et cette fois, ça doit fonctionner. Ici, voilà. Vous voyez, je n'ai plus tous les droits, je n'ai plus accès qu'au dossier des clients, des partenaires du cabinet. Donc, c'est important. Je vous ai remis le petit schéma récapitulatif, mais que vous sachiez que ça n'a pas d'impact sur autre chose que cet onglet gestion interne. D'accord? L'exemple est là. Par contre, ça grise certaines fonctionnalités. Après, si vous voulez le remettre, il suffira de retourner désactiver, valider, puis sauvegarder. Visiblement, ce que je n'ai pas fait. Voici l'onglet administration. Oui, alors vous avez un onglet administration qui n'apparaît pas systématiquement par défaut. Hein, même en tant qu'administrateur, il n'apparaît pas. Donc pour l'activer, cet onglet, si on retourne dans l'onglet admin collaborateur sur votre profil, hein, si c'est pour vous, à Lopez, tac, changer des droits, accès à la gestion des droits, et ça va être ici cette case à cocher, administration. Hein, on va aller faire un petit tour, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dans cet onglet, vous avez plusieurs fonctionnalités, hein, donc il faudra penser effectivement à les cocher, hein, comme Anaëlle vous l'a dit précédemment, bien aller jusqu'au bout des nœuds, tout cocher, tout vérifier, et bien activer ici administration. Vous sauvez, vous fermez, vous vous reconnectez, et cet onglet apparaîtra, l'onglet administration. Alors très rapidement, ce qu'on peut faire dedans, on peut renforcer ici la sécurité lors de la connexion. Vous pouvez personnaliser aussi les couleurs de Silae, hein, si vous le souhaitez, la couleur des barres, la couleur des textes, tout ça c'est possible ici. Vous pouvez également, en tant qu'administrateur, suivre les connexions de vos employés, suivre l'historique des modifications, hein, des interventions. Donc tout ça, ça se passe ici dans le pilotage de l'activité. Ici, on va retrouver l'historique de connexion. Tel collaborateur à telle date, sur telle machine. À droite, ça c'est plus sur les appelants, c'est encore à droite. Ah oui, je passais à côté. L'historique des modifications, c'est ici. Et là, vous voyez vraiment qui modifie quoi sur tel dossier. OK ? Et la dernière chose que je voulais aussi vous parler, c'est dans paramétrage avancé. Ici, vous avez la possibilité de consulter votre mot de passe lors de vos imports de dossiers. Si vous récupérez un dossier d'un de vos confrères, vous pouvez les importer, vos dossiers, hein, dans l'onglet outils, eh bien, ça nécessite un mot de passe. Il est accessible ici. Donc, avec le petit œil, vous pouvez le voir et le consulter. Voilà, et dernier point, la politique de mot de passe, hein, elle est modifiable ici si vous souhaitez également renforcer la sécurité des mots de passe, hein, pour accéder à Silae. Très bien. Alors, continuons donc.
sur nos onglets. Avant-dernier onglet, la limitation des accès au dossier. Alors, la limitation des accès au dossier, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez. Par défaut, tous les collaborateurs, d'accord, exception de certaines spécificités, ont déjà un filtre qui fait qu'ils ne peuvent pas consulter certains dossiers qui commencent par 999. Ça peut être utilisé, pourquoi pas. Par certains, c'est un accord entre SILA et les cabinets un petit peu historique. Maintenant, vous pouvez peut-être plutôt vous maîtriser, d'accord, les accès ou non à certains dossiers de vos collaborateurs. Pour ce faire, vous avez ici, donc quand vous allez sur limitation des accès, édition d'une requête. Alors là, on enfile son plus beau costume d'informaticien et on vient sélectionner un champ. Vous aurez, hop, cliquez sur champ. Ce n'est pas le premier, hein, c'est le deuxième. Vous cliquez sur champ et vous choisissez ce que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce que je veux? Des numéros de dossier, des codes agences, des groupes, etc. Pourquoi pas uniquement ceux d'un collaborateur aussi, ou ceux d'une agence, comme moi je l'ai fait ici. Ensuite, vous allez donc dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ce soit, par exemple, moi je veux que mon code agence soit égal à X. C'est donc l'agence X. Donc j'ai choisi champ, puis j'ai choisi opération et valeur. Donc je vous ai mis le schéma, vous n'aurez plus qu'à suivre. Ici, j'ai choisi dans mes valeurs égales et j'ai mis X. Seulement, je ne veux pas que mon collaborateur ait accès à tous les dossiers de l'agence d'X. Je veux aussi qu'il ait accès uniquement à ceux qu'il gère. Donc lui, il gère les dossiers du collaborateur Allo, bon, c'est moi-même. Hein. Je vais donc mettre un opérateur, d'accord? Donc c'est ici, dans les conditions. Je peux faire soit et, soit ou. J'ai fait champ, puis opération et valeur, puis condition. Ici, j'ai choisi et j'ai refait la même chose. Rechamp, collaborateur, égal à Allo. Et je choisis donc là. Sur la droite, vous avez l'aperçu de votre requête. Je veux qu'il n'ait accès qu'au dossier de l'agence d'Aix-en-Provence et qu'il gère lui-même. Donc, vous retrouvez le détail de tout cela. Mais ici, je vous l'ai schématisé pour que vous puissiez le refaire plus facilement. On va dire que c'est un exemple. Les rôles. Tout à l'heure, vous avez vu qu'à l'ouverture, moi, de SILAE, mes rôles, j'ai eu une alerte. Cette alerte-là. Comme quoi je n'avais pas signifié de rôle. Eh bien, en effet, c'est tout à fait normal, je ne l'ai pas fait. Les rôles, ils n'ont pas d'impact sur vos droits ou sur les accès utilisateurs. Ils permettent uniquement à SILAE de contacter les bonnes personnes dans les bonnes conditions pour les bonnes raisons. Donc, il y en a 3 qui sont obligatoires. Dirigeant, responsable informatique, DPO, DPD, d'accord. Je vous ai mis ici les sujets. Et ces rôles, vous les avez au même endroit, d'accord. Vous allez donc toujours dans les contacts et dans les droits, et dans la gestion des collaborateurs, et vous sélectionnez, vous avez au moins 3 rôles qui doivent être renseignés obligatoirement, et donc ces personnes, ces collaborateurs recevront les bonnes informations en fonction des contextes. La bibliothèque et les modèles. Alors, la bibliothèque et les modèles, ici, c'est tout simplement, une fois que vous avez créé vos collaborateurs, vous pouvez vous en resservir. Soit vous servir d'un modèle que vous avez créé, justement, d'accord, et l'appliquer à plusieurs collaborateurs si vous le souhaitez. Soit créer un modèle, mais par contre, pour créer un modèle à partir d'un collaborateur, vous sélectionnez un seul collaborateur. Mais c'est tout à fait possible de faire cela et d'incrémenter ainsi votre bibliothèque. Alors, vous pouvez donc créer de nouveaux modèles, dupliquer des modèles. Ici, attention, vous ne pourrez pas faire comme vous voulez en faisant des double-clics, c'est un clic droit. Et ensuite, on sauvegarde. Donc, attention. Ça, c'est souvent une petite, dans SILAE, une petite subtilité. Double-clic ou clic droit. Ici, ce sera clic droit pour pouvoir définir le modèle comme par défaut, c'est-à-dire que vous pourrez le sélectionner régulièrement par défaut, ou alors, voilà, le dupliquer, le supprimer. Et ensuite, comme d'habitude, on sauvegarde. Vous avez plusieurs autres fonctions sur le volet de droite, toujours dans la gestion des collaborateurs. Alors, je ne vais pas m'arrêter trop dessus, mais que vous sachiez que vous pouvez renvoyer un email de création de compte, c'est important, notamment si vous avez changé, par exemple, l'email entre-temps,
peut supprimer des collaborateurs, y compris simultanément, on ne sait jamais, et forcer l'arrêt du contrôle des horaires. Ensuite, le code collaborateur dont je vous ai parlé, si vous avez 2 personnes qui ont AB comme initiale, vous pouvez tout à fait en modifier une des 2, voire les 2. Et enfin, la visualisation globale et des sélections simultanées des collaborateurs pour diverses raisons. Alors, cette liste est tout à fait évolutive. Voyons maintenant le paramétrage de flux EDI. Alors là, on va démarrer tout simplement avec le renseignement, la création de l'agence. Quand vous êtes justement, alors là, ça fonctionne si vous n'avez pas les droits limités en paye, hein, d'accord? On l'a bien vu, gestion interne. Vous allez sur votre agence. Vous allez faire sur le volet de droite, créer une agence. Et ici, concernant l'agence, vous allez renseigner tous les champs. Code, raison sociale, SIRET, etc. Ce que vous voudrez aussi pour cette agence en termes d'envoi de mail, d'accord ? Tout est bien expliqué, tout est bien situé et vous avez ici toujours des liens pour retrouver les informations qui vous aideront. Le collaborateur à prendre comme expéditeur, c'est celui étant connecté, pourquoi pas, mais c'est modifiable. La configuration des horaires de connexion, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez ici les configurer pour l'agence. Et ensuite, si à un moment donné ou un autre, vous avez besoin de changer le code agence, vous pouvez le faire depuis le volet de droite. Et bien sûr, on sauvegarde toujours. Alors, cette agence, elle va être attachée à des comptes, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir envoyer les flux DSN via NetEntreprise ou bien je déclare. Dans tous les cas, ça passera par NetEntreprise. Ici, donc, 2 solutions. Soit NetEntreprise, mais vous devez souscrire à l'avenant. Si vous souscrivez à l'avenant, il faudra ensuite revenir ici et vous aurez une coche envoi EDI, utiliser les comptes NetEntreprise pour les envois DSN Passereau à activer. Deuxième chose, je déclare. Pour je déclare, il faut créer vos identifiants sur je déclare, faire votre souscription et vos règlements à je déclare. Et ici, vous renseignez vos identifiants mots de passe que vous pouvez tester. Alors, quand vous avez créé votre agence, vous pouvez lier tous vos envois EDI à l'agence principale. D'accord? C'est tout à fait possible. L'agence principale, elle aura une petite maisonnette comme ça sur le côté gauche. Je vous ai mis un petit tableau de rappel sur les spécificités NetEntreprise, je déclare. Donc NetEntreprise, c'est un niveau de paramétrage qui peut se faire au niveau domaine, agence, dossier. Je déclare, c'est par agence. Le login pour NetEntreprise, c'est SIRET, nom, prénom, mot de passe, comme pour l'URSSAF. Je déclare, c'est identifiant mot de passe. Les connexions sont testables pour les deux. Pour autant, il y aura un message d'erreur présent, un retour de message d'erreur uniquement pour NetEntreprise. Voilà. Si vous n'avez pas fait vos choix aujourd'hui en fonction, vous savez voilà, que ça peut vous aider à déjà faire un comparatif. Très important, les comptes je déclare. Si vous avez plusieurs domaines, vous gérez plusieurs domaines, il est nécessaire d'avoir un compte je déclare différent, distinct, d'accord, par domaine. C'est important pour éviter des dysfonctionnements de télétransmission. Après, à l'intérieur de votre domaine, vous pouvez avoir le même compte je déclare pour chaque agence. Ça, c'est possible. Mais voilà, ça c'est important. Ensuite, vous rattachez vos dossiers à une agence. Alors là, je vais aller très vite. Vous choisissez le dossier. Si ça n'a pas été fait à la création, vous allez le choisir toujours dans votre gestion interne. Vous sélectionnez l'affectation. Et là, vous sélectionnez votre agence, tout simplement. Concernant les émetteurs dans la déclaration. Alors, là, ça se passe dans le paramétrage de paie. Ici, dans les paramétrages de paie, vous avez ici donc un onglet avec cette flèche verte et bleue, déclaration, DSIJ, DSN. Vous renseignez les champs de la page, données nécessaires à la transmission des DSN, excusez-moi. Donc, en effet, par exemple, ici pour la DSN, dans le bloc habilitation, vous allez cocher si c'est uniquement pour la DSN. Peut-être que ce sera aussi pour les DSIJ, peut-être la DPE, Passereau, bon. Vous renseignez toutes vos informations. Alors, attention, ici, je stipule une petite information. Vous n'avez pas le mot de passe en dessous, comme vous l'avez sur cette autre copie d'écran. C'est parce que ici, par exemple, pour mon agence, c'est je déclare. Ensuite, ici, vous avez des erreurs justement courantes, enfin des dysfonctionnements courants qui peuvent vous arriver. Si vous avez eu au moins 3 échecs de connexion,
vous aurez ce message. Identifiants suivants sont erronés. Attention, venez modifier vos identifiants, mots de passe, vérifier que tout est OK et revérifier. Il faut que vos SIRET, nom, prénom, soient strictement identiques pour Net Entreprise et l'URSSAF. Donc, je redis ici, attention, c'est parce que je déclare que vous n'avez pas les informations en dessous. Si vous avez le message que le compte est valide mais non inscrit au service DSN, cela peut venir d'un problème d'habilitation. Typiquement, le dossier est inscrit pour le régime général et vous déclarez pour de la MSA. Ça peut venir de ce genre de problématique. Alors, vous avez des foires aux questions très bien faites à ce sujet. Et voilà, après, il y a beaucoup de choses spécifiques. Mais l'idée ici, c'est de renseigner les informations de vos comptes Net Entreprise, URSSAF à l'identique. Le remplissage des champs. Ici, les rubriques, d'accord, nous vous avons mis l'exemple. Vous avez ici les rubriques avec les numéros correspondent à ce que vous avez dans vos identifiants. Le SIRET, donc le SIREN ici, le NIC ici. C'est ce que vous avez renseigné, ce qui part en DSN dans ces rubriques, justement dans vos émetteurs. Ensuite, vous avez là la raison sociale, dans cette rubrique, qui est celle que vous avez renseignée dans l'agence. Donc ici, nous vous avons bien remis toutes les rubriques pour que vous puissiez les retrouver. Les champs, ensuite, ici, qui continuent à se remplir, vont être les adresses par exemple postales. Ici, on a choisi l'agence du dossier, modèle, d'accord, SIRET, adresse. Ici, on retrouve en effet donc tout ce qu'on a rempli dans les émetteurs. Vous les avez ici, ce sont bien les mêmes. Concernant votre émetteur, vous pouvez choisir une adresse spécifique. Dans ces cas-là, vous avez un champ sur le volet de droite qui s'inscrit. L'émetteur est affecté au dossier rattaché à l'agence choisie. Bien, le logiciel ne prend que les dossiers attachés à l'agence sélectionnée, mais vous pouvez tout à fait choisir plusieurs agences et bien sûr, toujours penser à bien sauver. Concernant les collaborateurs renseignés, d'accord, vous allez pouvoir ici, alors, soit le collaborateur sera celui que vous allez sélectionner, par exemple collaborateur P, ou un autre, et ces coordonnées viendront dans les rubriques que nous avons stipulées en dessous. Soit vous souhaitez qu'ils prennent des contacts, mail, téléphone ici, d'accord, et dans ces cas-là, vous les renseignez, vous prenez dans la liste déroulante le champ vide. Sinon, il ira chercher, bien en effet, en fonction de ce que vous avez renseigné, collaborateur P ou autre. L'émetteur spécifique au dossier. Alors, concernant l'émetteur spécifique au dossier, là, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez aller dans votre page organisme à l'intérieur d'un dossier. Dans la page organisme à l'intérieur d'un dossier, vous allez sur le volet de droite, voir par défaut, ou pas par défaut d'ailleurs, l'émetteur. Si vous souhaitez le modifier, vous allez sur le volet de droite définir l'émetteur Net Entreprise. Là, vous pouvez créer ou modifier un émetteur, d'accord, le choisir. Et ensuite, vous avez le résultat donc, de l'émetteur que vous avez sélectionné. Quand ils sont définis au niveau dossier, ils ont une coche client qui est active. À savoir que ce sera cet émetteur qui sera sélectionné par défaut dans un premier temps, si en effet il est défini dans le dossier. Donc toujours bien contrôler l'émetteur et bien sûr pour ce faire, il faut que votre DSN soit activé. Ensuite les contacts. Alors les contacts, ça c'est pour répondre à la norme, hein, d'accord, ils sont au nombre de 16. Ici on vous a mis un petit exemple pour vous aider à comprendre ce que fait le logiciel pour remplir vos rubriques DSN. Alors déjà, vous pouvez le paramétrer au niveau domaine, on vous a mis le chemin, au niveau dossier. C'est au niveau dossier, vous pouvez choisir si vous avez plusieurs établissements, société ou établissement. Ici, par exemple, regardez, ligne 5, nous avons ici le collaborateur P, d'accord, par défaut du dossier. C'est moi-même, je suis ici, d'accord, sur la ligne 5. Sur la ligne au-dessus, la ligne 4, j'ai choisi un collaborateur P, mais dans une liste déroulante d'un collaborateur, j'ai choisi Thibaut. C'est Thibaut qui apparaît sur la ligne 4. Ligne 3, j'ai choisi autre contact et non pas la personne suivante. J'avais donc une liste déroulante dans contact. Et j'avais un contact dont, bon,
Je m'excuse, hein, le nom de famille c'est cadre et le prénom c'est 220, bon, c'est comme ça dans mon dossier. J'ai pu le choisir dans la liste de déroulante parce que je l'avais déjà paramétré dans mes contacts. Alors dans ces cas-là, dans les contacts, mettez bien aussi un mail, numéro de téléphone, toujours. Sinon, la rubrique, là, elle n'apparaîtra pas. Et au-dessus, même chose, j'ai choisi le signataire de la société, donc c'est le signataire qui est dans la fiche société. D'où l'importance de renseigner les mails et numéros de téléphone dans la première, tout en haut de votre fiche société. D'accord? Très, très important, sinon la rubrique sera absente. Ensuite, si vous avez du vert, c'est que ça concerne la société, d'accord, quand vous êtes dans ce cas. Et si c'est du rose, c'est que ça concerne l'établissement. Ensuite, ce sont des clics droits qui vous permettront de faire des modifications. L'inscription au dossier. Alors, je vais passer cela assez rapidement. Ce n'est plus une grande nécessité, mais ça peut vous servir en cas de temps partiel thérapeutique. Pourquoi pas? Ici, la méthode 905 n'est pas nécessairement à utiliser, mais sait-on jamais si dans une agence vous avez Net Entreprise et Je déclare, elle peut vous permettre de forcer la récupération des BPIJ sur Je déclare. Passons maintenant à la dématérialisation. Je laisse la parole à mon collaborateur Thibaut. Merci Annelle. Donc CILAI des maths. Dans cette partie, on va aborder le fonctionnement de la CILAI des maths, qu'est-ce qu'on peut paramétrer et les différentes possibilités que vous avez. Alors pour rappel, c'est une option ouverte à l'employeur, il n'y a pas de coût supplémentaire, hein, et ça permet de favoriser le bulletin de paie électronique. Hein. L'intérêt, c'est de sécuriser l'envoi des BP par voie électronique et donc de protéger et sécuriser les données personnelles. C'est bien en conformité RGPD. Comment ça fonctionne, la démat? Comme à l'accoutumée, vous envoyez vos bulletins de paie depuis CILAI en faisant un clic droit sur la bulle bleue et vous allez pouvoir visualiser à l'écran, hein, déposer vos bulletins originaux sur le coffre-fort IDOC. Ensuite, les bulletins seront déposés sur l'espace employeur qui s'appelle Desk RH. C'est un stockage, hein, c'est un archivage de tous les bulletins du dossier dans cet espace-là. Et ensuite, les bulletins sont publiés dans chaque coffre-fort numérique salarié. Ça s'appelle IDOC Perso. Ça appartient au salarié à vie, même après son départ de l'entreprise. Et c'est ça le gros plus. Voilà le fonctionnement global de la démat. Voilà comment ça se passe. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va déjà voir comment activer le coffre-fort numérique. Premièrement, c'est paramétrable uniquement dossier par dossier. On ne pourra pas le faire au niveau du domaine. Et deuxièmement, tout va se passer au même endroit. C'est... Ah oui, pardon. Ouais. Excusez-moi, je mets mon collaborateur en difficulté. Voilà. Alors, tout le paramétrage, hein, des coffres-forts numériques s'effectue dans le menu Relations clients, tâches à réaliser. Section P1, bulletins originaux. Pour l'activer, tout simplement un mode de distribution, et vous allez venir ici chercher coffre-fort IDOC Connect. Une fois que vous sélectionnez ce mode de distribution, apparaîtra en dessous cet encart paramétrage de IDOC Connect. IDOC Connect, hein, c'est vraiment le coffre-fort numérique dans son ensemble. On va commencer tout de suite par voir la validation public-postage. La validation public-postage, vous avez le choix entre soit en mode automatique, soit en mode manuel. Alors, qu'est-ce que c'est que la validation public-postage? Si je reprends la diapo, le mode automatique, lorsque les bulletins seront sur le Desk RH, ça veut dire qu'ils seront automatiquement déployés dans les IDOC perso, dans les coffres-forts des salariés. Il n'y aura pas d'action nécessaire pour le dispatch, hein, sur chaque coffre-fort perso. En revanche, si vous prenez le mode manuel, il y a une phase de contrôle et il y a une action qui sera requise depuis l'espace employeur
pour ensuite le déployer dans chaque coffre-fort salarié. D'accord? Automatique, pas d'action, manuel, action requise. Alors, la suite, justement, hein, quand la transition est bonne, puisque quand vous êtes en mode manuel, je vous disais qu'il y avait besoin d'une action qui est requise dans le desk RH, dans l'espace employeur. Alors ici, on va voir maintenant comment, hein, de ce fait-là, on ouvre un accès à l'espace employeur. Ça va se passer juste au-dessus. Hop, je retourne sur Silae. Gestion des utilisateurs. Et là, vous pouvez donner accès à l'espace employeur, à Desk RH, hein, pour votre client, si, voilà, si besoin. Soit vous allez le créer ici directement à travers ces 4 champs. Et vous voyez ici le message en rouge qui apparaît, ça c'est une nouveauté. Attention à qui vous donnez l'accès à l'espace employeur, au Desk RH. Pourquoi? Parce que il va y avoir accès à tous les bulletins de salaire. Et donc attention aux données sensibles sur lesquelles le contact aura accès. J'en profite pour vous rappeler que l'espace employeur, le Desk RH, ça concerne tous les bulletins du dossier. S'il y a plusieurs établissements, ce sera tout regroupé dans le même espace. Si votre contact à qui vous voulez donner accès a déjà un accès par ailleurs, hein, sur le Desk RH, vous allez pouvoir ici le mettre directement son identifiant. Vous avez aussi à droite, hein, une liste pour voir s'il est déjà présent. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre son identifiant directement ici. Ce que je vous recommande pour donner les accès à l'espace employeur, c'est d'ajouter un accès d'un membre de votre cabinet. Alors pourquoi? 3 raisons. La première, c'est que ça va vous permettre d'accéder au Desk RH et de mieux accompagner votre client dans la démarche de la dématérialisation. Deuxièmement, en cas de retard de validation, hein, si vous êtes en mode manuel et que votre client n'a pas validé les bulletins, eh bien vous pouvez vous-même intervenir dessus et vous-même valider le publipostage. Et troisième raison, en cas d'anomalie, on verra en fin de partie les différentes anomalies possibles, vous allez pouvoir vous-même intervenir sur le Desk RH. D'accord? Donc ça, c'est notre recommandation. Créez-vous un accès sur le Desk RH et n'oubliez pas l'accès à tous les bulletins. C'est la suite. Le mail du salarié. Donc ça, il faudra aussi le paramétrer. Vous avez le choix entre 2 possibilités, soit le mail personnel, soit le mail professionnel. À quoi ça sert de renseigner ici le mail du salarié? Ça va servir pour la création du compte. Hein, ça va permettre d'activer son coffre-fort numérique. Il va recevoir un mail sur ce qu'on va renseigner ici et il va pouvoir ouvrir son coffre-fort. Vous avez 2 choix, hein, dans tâches à réaliser, soit c'est un mail personnel, soit c'est un mail professionnel. C'est un prérequis obligatoire. Chaque salarié, dans les fiches salariés, doit avoir ce champ complété. Donc, ou l'un ou l'autre, hein, ou personnel ou professionnel, mais c'est obligatoire pour que cela fonctionne. Alors ça, il faudra le vérifier. Vous pouvez aussi le saisir en masse, hein, si nécessaire. Très rapidement, je pense que vous connaissez, certains d'entre vous, hein, la petite technique, c'est d'aller dans le menu Outils, Modification salariée. Hein, au lieu d'aller dans chaque fiche salariée individuellement, vous pouvez y accéder en masse ici. À droite, dans Affichage, vous sélectionnez l'information à visualiser. Ici, c'est téléphone, mail. Et là, vous pouvez voir ici la colonne mail professionnel ou mail personnel. Ok, donc là, nous, effectivement, on n'a pas grand-chose de renseigner. Mais ici, vous pouvez intervenir voilà, directement depuis cette page. Ça fonctionne. Hein. À noter que c'est soit tous les mails professionnels, soit tous les mails perso. Hein, on ne pourra pas personnaliser. Un salarié, il a le pro, et l'autre, il a le perso. C'est soit l'un, soit l'autre. OK? Voilà pour le mail à renseigner, soit pro, soit perso. Alors, comment traiter ceux qui refusent la dématérialisation? C'est un droit qui leur appartient,
Ils peuvent le refuser. Comment procéder? Dans chaque fiche salarié, quand vous activez le coffre-fort, il y a un encart qui va se générer. Vous l'avez ici. Avec 3 possibilités. Par défaut, ce sera coché, le salarié accepte d'utiliser son coffre-fort. Ensuite, s'il souhaite refuser, vous avez 2 options. Le premier, donc, le salarié refuse, mais ses bulletins sont déposés sur l'espace de l'employeur. Cela signifie qu'il n'aura pas de coffre-fort perso, mais que son bulletin sera quand même disponible dans le desk RH, dans l'espace employeur. Alors, pour ce deuxième choix, il faudra absolument ici activer l'éditique dans tâches à réaliser. Il faudra activer l'éditique et ça vous permettra, quand vous allez sélectionner ce choix-là, d'envoyer automatiquement par la poste les bulletins de salaire. D'accord? Ils ne sont pas distribués sur le coffre-fort, ils sont envoyés par la poste. Alors, ça a un surcoût. Voilà, pour information, ça a un coût supplémentaire par envoi par la poste. Donc, double condition, retenez bien ça. Oui, éditique dans tâches à réaliser, ce qui vous permet d'activer ici ce choix 2 de la fiche salarié. Le salarié refuse, permet l'éditique. Et dernier choix, dans la fiche salarié, s'il refuse la démat, le salarié, vous pouvez ici tout simplement dire « Je refuse ». Le bulletin ne sera ni envoyé dans le desk RH espace employeur, et encore moins dans son coffre-fort, il n'y en aura pas. Dans ce cas-là, il faudra le gérer manuellement lors de l'envoi des bulletins, comme à droite, via un autre mode de distrib. Quand les bulletins sont envoyés, vous pouvez suivre le dépôt. Les dépôts des bulletins, ce sera depuis la page état d'avancement, votre page principale du dossier, à droite, vous allez pouvoir ici suivre les dépôts. Alors moi, on a un dossier fictif, donc on ne pourra pas vous le montrer précisément, mais ici, vous avez une illustration, bulle orange en cours de traitement, surtout si vous êtes en mode manuel. Il se peut que votre utilisateur n'ait pas encore validé les bulletins sur le desk RH, donc ce sera en orange. Bulle rouge, si vous avez ce cas-là, c'est que le dépôt est annulé. Refus d'utilisateur sur desk RH ou anomalie. Et bulle rose, succès partiel, ça a marché pour certains, pas pour d'autres. Donc là, il faudra dans tous les cas, pour ces 3 cas-là, double-cliquer sur la bulle pour voir le détail. Ou bien clic droit, détail. Et ça vous expliquera d'où vient la bulle rouge ou la bulle rose. Les points de vigilance, dernière partie de la slide des maths. Les points de vigilance, sur quel point il faudra être attentif, comment anticiper d'éventuelles anomalies. Il faudra veiller à ce que vous ayez les mêmes données identiques entre SILA IP, via la fiche salariée, et l'espace employeur dans le desk RH. Sur 4 données, le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de sécu. D'accord? Là, je vous ai mis une capture d'écran du desk RH, de l'espace employeur, sur un salarié. Vous voyez à gauche, salarié actif. On retrouve nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu. Si c'est différent de SILA IP, ça ne marchera pas. Ce sera en anomalie. D'accord? Donc, veillez. C'est bien de le savoir, et d'où aussi l'intérêt pour vous d'avoir un accès sur le desk RH pour pouvoir intervenir automatiquement, pour pouvoir intervenir tout simplement. Il faudra bien aussi veiller au matricule. Le matricule, vous voyez, c'est la capture de droite, que le bon matricule ici soit actif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si il y a des salariés qui sont multi-employeurs, eh bien, voilà, il se peut qu'ils aient plusieurs matricules dans le desk RH. Juste veillez à ce que ce soit le bon matricule de votre dossier qui soit actif pour vous. OK? Voilà sur ces points de vigilance. À voir. Alors, avant de passer à MySILA, nous avons pris un petit peu de retard, je m'excuse, j'étais un peu longue sur certaines thématiques. Il reste quelques slides sur MySILA pour ceux qui veulent rester avec nous pour terminer. Une enquête va être lancée maintenant pour un petit sondage, pour voir un petit peu vos retours. Et sachez qu'au vu bien des questions,
nous envisagerons, je pense, une seconde intervention sur ces thématiques. Voilà, et vous serez au courant via l'information directement via le logiciel, très certainement par Splash Screen. Voilà, sachez-le. Et voilà, merci de répondre au sondage, mais nous allons continuer sur MySilae pour les quelques minutes qui nous restent et ceux qui peuvent rester avec nous. D'accord, 5-10 minutes grand max. Alors, le but de cette partie, hein, c'est de ne pas voir, on va pas voir intégralement MySilae. Ça a été fait mardi par mon collègue. Nous, on va vraiment juste voir le b.a-ba, le classique pour l'activation de MySilae, et puis par rapport à l'actualité aussi. Hein. Dès mardi prochain, il ne sera plus possible d'envoyer les bulletins par mail à l'entreprise, et je vous montrerai comment ça va se présenter pour vous. Alors, qu'est-ce que MySilae? Très rapidement pour rappel, c'est une plateforme hein, connectée à SilaeP. C'est une application web mobile disponible voilà, sur smartphone, PC, Mac, iPhone, etc. Vous avez dans MySilae 2 types d'accès. L'accès salarié, il va pouvoir consulter ses bulletins, consulter son compteur, son agenda personnel. Et vous avez un autre accès qui est administrateur, où il va pouvoir, l'administrateur, voir plusieurs bulletins, tous les bulletins, et ça, c'est déjà disponible. C'est une application à destination des clients finaux, MySilae, hein, pour remettre dans le contexte. Aujourd'hui, sont disponibles 2 modules, que vous voyez à droite. Le module congé et absence qui permet le salarié va pouvoir lui-même poser ses congés et ses absences, ça va envoyer un mail à son N+1 qui pourra valider, et ce sera interconnecté avec la paye. Et depuis le 14 mai, le module saisie des variables, où vous allez pouvoir déléguer la saisie des primes via une nouvelle interface qui sera voilà, plus intuitif pour l'administrateur et pour la saisie que depuis voilà, SilaePay. Paye. Alors, comment activer MySilae? 3 étapes. Première, l'activation. Deuxième étape, il faudra nommer un administrateur référent. Et troisième étape, il faudra sélectionner les utilisateurs destinataires des bulletins. Qu'est-ce que l'administrateur référent? L'administrateur référent, c'est un contact qui va accéder à toutes les données et qui va avoir la main pour les gérer. OK? Ça va lui créer un espace, il va pouvoir activer l'accès aux salariés hein, directement, il aura la main pour ça. Il va pouvoir consulter les bulletins, il va pouvoir consulter les agendas, créer des équipes. Après, ce sera aussi, il y aura de plus en plus de droits en fonction des modules que vous avez activés. Si je vais dans Silae rapidement vous le montrer, ça se passe tout en haut, MySilae ici, gestion MySilae. Première étape, activer, ici. Et deuxième étape, là, vous allez pouvoir inscrire ici le contact. J'en profite pour vous dire que cette page ici est accessible uniquement si vous avez les droits. Donc pour faire la liaison à ce qu'on a vu au début du webinaire, hein, dans Admin Collab, il faut bien avoir les droits relation client pour pouvoir le faire. Alors, vous avez, dès que vous allez mettre ici le contact, à noter ici le contact. Vous pouvez le mettre ici, ajouter un contact. Vous pouvez le mettre manuellement directement ici, ou bien venir en récupérer un qui apparaîtra directement sur cette page. Ce qu'il faut retenir sur ça, sur le contact, c'est qu'il est directement relié au menu relation client contact. Ces 2 pages sont reliées. Les contacts sont reliés. Si vous le créez ici directement, il apparaîtra dans les contacts, et inversement, si vous le créez dans les contacts, il apparaîtra dans la liste juste ici. D'accord? Le prérequis, c'est d'avoir, voilà, ici on en a un, c'est d'avoir cette coche qui est activée. Hein. Ce contact peut se connecter. Vous avez accès, vous, si vous avez les droits, bien entendu, hein, à son espace. Donc là, c'est déjà fait. Par défaut, vous pouvez l'accompagner comme ça. Vous pouvez même intervenir si vous le souhaitez. Je reviens sur la slide pour activer MySilae. Une fois que vous avez nommé l'administrateur qui est renseigné, ce contact, hein, il ne restera plus qu'à sélectionner les utilisateurs destinataires des bulletins. Attention aux données sensibles hein, pour lesquelles vous donnez le droit. Alors, ça se présente comme ça hein, dans Silae.
dans Silae, c'est juste en dessous, vous voyez, bulletin, vous activez ici la petite coche, et là, vous allez chercher les contacts. Alors, il faut d'abord mettre un contact référent, un administrateur référent. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Vous pouvez mettre plusieurs destinataires des bulletins, et ils auront accès au bulletin. Comme je vous disais juste avant, les contacts que vous mettez ici, c'est le même principe que l'administrateur référent. Tout est interconnecté avec ce menu contact. Et ce qui est bien, si vous souhaitez ajouter plusieurs destinataires des bulletins, c'est que vous pouvez filtrer les bulletins qu'ils vont recevoir. Dans Contact, ici, vous allez cliquer sur Changer les droits, et là, vous allez pouvoir, dans Groupe salarié, filtrer la réception des bulletins par analytique, par les filtres et tri. OK? Donc là, si je veux que ce contact-là reçoive les bulletins uniquement des non-cadres, j'applique ce filtre, je valide, je sauve, et je viens saisir ici ce contact. Il ne recevra que les bulletins des non-cadres. Voilà là-dessus. Une fois que c'est fait, MySilae est activé. Voilà pour l'activation de MySilae. Et je vais tout de suite passer maintenant à l'actualité. On va terminer là-dessus. Ce nouveau process de transmission sécurisée et RGPD des bulletins originaux. Donc, si MySilae n'est pas activé, et si vous êtes en mode de distribution des bulletins, envoi par mail à l'entreprise, vous serez concerné dès mardi prochain. D'accord? C'est double condition, hein. Vous n'avez pas activé MySilae et votre mode de distribution est celui-ci, envoi par mail à l'entreprise. Eh bien, ce ne sera plus possible de le faire dès mardi prochain. Donc là, on avait ça aujourd'hui, hein, ça envoyait un mail avec les pièces jointes, les bulletins en pièces jointes. C'est pas conforme au RGPD, voilà, la CNIL le sanctionne. Donc, pour être conforme, ça va se présenter de cette manière. Votre contact va recevoir un mail, il va pouvoir cliquer sur cette petite icône, accéder au bulletin de paie, et il va pouvoir se connecter avec son identifiant, qui est juste en dessous, faire la procédure du mot de passe oublié, et il va accéder à son espace, il va pouvoir télécharger les bulletins. Voilà comment ça va se passer. Alors concrètement, quand vous allez souhaiter envoyer vos bulletins, encore une fois, si vous n'avez pas activé MySilae et si vous êtes dans le mode de distribution envoi par mail à l'entreprise, hein, ça va se passer comme ça. Vous allez faire envoi des bulletins originaux et transmettre via MySilae et vous allez avoir ces 3 étapes à compléter. Et on vous guide là-dessus pour le mettre en place, hein. C'est très rapide, il faudra juste respecter ces 3 étapes. Premièrement, activer MySilae. Deuxièmement, nommer l'administrateur référent. Et troisièmement, sélectionner les utilisateurs destinataires des bulletins. Donc en fait, hein, ça ressemble beaucoup au contact que vous envoyez les bulletins précédemment, hein. Vous activez ça et il recevra le mail et il pourra consulter les bulletins respectant les normes RGPD. Attention, quand vous allez faire cette étape-là, ces 3 étapes, je le rappelle, si vous êtes GP, il faudra bien avoir les droits pour le faire, c'est-à-dire l'accès au menu relations clients. D'accord, je suis allé un peu vite, mais je tenais à vous rassurer là-dessus. Vous êtes guidé par ces 3 étapes, et puis une fois que c'est fait, ça se fait assez intuitivement. Oui, et puis il faut que vous soyez rassurés sur l'idée que concernant MySilae, des webinaires sont d'ores et déjà mis en place, d'accord, ont déjà commencé. Vous allez être, alors, très bien, alors attendez, avant qu'on se quitte, je vais revenir ici. Donc voilà, sachez que vous avez donc accès au replay, d'accord, au replay de tous les webinaires qui ont été mis en place par MySilae, pour MySilae, que de nouveau, donc il y a un premier webinaire qui est mis en place régulièrement, qui vous explique le fonctionnement, et ensuite 2 autres webinaires, numéro 1, numéro 2, pour vous expliquer tout le fonctionnement plus en détail de tout ce que vous devez savoir pour vous en servir de façon optimale. Voilà, donc suivez bien l'actualité des splash screens. Vous aurez en effet toutes les informations dessus.
Voilà, je me permets d'intervenir, hein. Les fonctions de base sont intégrées à la solution, hein, c'est compris dedans. C'est uniquement les modules. Bon, pour 2024, ça restera. Pour 2024, ça reste comme cela, en tout cas, gratuit. à ce jour, gratuit. Oui. Bonne nouvelle là-dessus aussi sur MySilae. D'ici très peu de temps, je pense maximum la semaine prochaine, il y aura des kits de vidéo e-learning qui seront disponibles dans la base de connaissances. Autant pour l'espace administrateur que pour vous sur Silae, que pour l'espace aussi salarié tout simplement, hein. Tout sera mis sous vidéo pour vous accompagner là-dessus. Voilà, donc nous allons de toute façon revenir vers vous, alors déjà par mail, en répondant donc aux interrogations, alors pas forcément là comme je disais la question précise, mais au maximum d'interrogations de façon globale pour que vous ayez réponse à vos questions. Étant donné voilà, le nombre de questions, les interventions, nous referons peut-être une intervention prochainement sur certaines thématiques, d'accord? Nous allons en parler et voir comment l'organiser. Il vous a été annoncé donc le report jusqu'au 17 juin, parce que vous déployez actuellement le coffre-fort et non pas mardi prochain. Oui, j'ai vu cette date du 17 juin à plusieurs reprises. Bien écoutez, dans le retour par mail, je reviendrai vers vous là-dessus parce que je ne veux pas vous dire, donner d'informations erronées. D'accord? Voilà, écoutez, en tout cas, oui. Oui, alors dernier petit mot aussi par rapport à MySilae et la démat. Les deux sont complémentaires, hein, sont compatibles. La différence près, c'est que MySilae, effectivement, le salarié va pouvoir consulter ses bulletins, mais tant qu'il est actif, tant qu'il est sous contrat. Tandis que la démat, il a accès tout au long de sa vie à son coffre-fort. Voilà, c'est autre chose, mais c'est bien complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Et je voyais tout à l'heure, concernant Desk RH, en effet, avoir Edoc Connect sans Desk RH, c'est problématique. Pourquoi? Parce que eh bien, Desk RH permet de gérer Edoc Connect et de pouvoir justement renvoyer des mots de passe, gérer ce genre de choses sur lesquelles vous êtes bloqué si vous n'avez pas le Desk RH. C'est recommandé, oui. Voilà, c'est recommandé. Écoutez, nous vous remercions grandement, en tout cas, pour votre attention. Merci beaucoup. Nous revenons vers vous dans les meilleurs délais, avec toutes les réponses possibles et possiblement une autre intervention aussi. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une excellente journée et toutes nos excuses pour le retard, mais les informations nous paraissaient importantes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne continuation. Merci, au revoir.